Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée aux lettres à un ami de Victor Hugo. Ce sont des lettres de voyage, des lettres fictives écrites par Victor Hugo en 1842. C'est le journal d'un voyage, d'une pensée. Celle que je vous propose dans ce numéro de correspondance est la lettre 14. Elle est consacrée au Rhin. Ce fleuve, écrit Hugo, dont tout le monde parle et que personne n'étudie, que tout le monde visite et que personne ne connaît, qu'on voit en passant et qu'on oublie en courant, que tout regard effleure et qu'aucun esprit n'approfondit. Le Rhin, le passé et l'avenir de l'Europe. Le passé est là, en ruine, l'avenir n'y est qu'en germe. On n'a qu'à ouvrir sa fenêtre sur le Rhin, on voit le passé. Pour voir l'avenir, il faut ouvrir une fenêtre en soi. Quant à ce qui est du présent, le voyageur put dès lors constater deux choses. La première est que le Rhin est beaucoup plus français que ne le pensent les Allemands. La seconde, c'est que les Allemands sont beaucoup moins hostiles à la France que ne le croient les Français. Vous savez, écrit Victor Hugo, je vous l'ai dit souvent, j'aime les fleuves. Les fleuves charrient les idées aussi bien que les marchandises. Tout a son rôle magnifique dans la création. Les fleuves, comme d'immenses clairons, chantent à l'océan la beauté de la terre, la culture des champs, la splendeur des villes et la gloire des hommes. Et je vous l'ai dit aussi, entre tous les fleuves, j'aime le Rhin. La première fois que j'ai vu le Rhin, c'était il y a 1 an, à Kehl, en passant le pont de bateau. La nuit tombée, la voiture allait au pas. Je me souviens que j'éprouvais alors un certain respect en traversant le vieux fleuve. J'avais envie de le voir depuis longtemps. Ce n'est jamais sans émotion que j'entre en communication. J'ai presque dit en communion avec ces grandes choses de la nature qui sont aussi de grandes choses dans l'histoire. Ajoutez à cela que les objets les plus disparates me présentent, je ne sais pourquoi, des affinités et des harmonies étranges. Vous souvenez-vous, mon ami, du Rhône à la Valserine? Nous l'avons vu ensemble en 1825, dans ce doux voyage de Suisse qui est un des souvenirs lumineux de ma vie. Nous avions alors 20 ans. Vous rappelez-vous avec quel cri de rage, avec quel rugissement féroce le Rhône se précipitait dans le gouffre pendant que le frêle pont de bois tremblait sous nos pieds? Eh bien, depuis ce temps-là, le Rhône éveillait dans mon esprit l'idée du tigre, le Rhin y éveillait l'idée du lion. Ce soir-là, quand je vis le Rhin pour la première fois, cette idée ne se dérangea pas. Je contemplais longtemps ce fier et noble fleuve, violent, mais sans fureur, sauvage, mais majestueux. Il était enflé et magnifique au moment où je le traversais. Il essuyait au bateau du pont sa crinière fauve, sa barbe limoneuse comme dit Boileau. Ses deux rives se perdaient dans le crépuscule. Son bruit était un rugissement puissant et paisible. Je lui trouvais quelque chose de la grande mer. Oui, mon ami, poursuit Victor Hugo, c'est un noble fleuve, féodal, républicain, impérial, digne d'être à la fois français et allemand. Il y a toute l'histoire de l'Europe, considérée sous ses deux grands aspects, dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne. Le Rhin réunit tout. Le Rhin est rapide comme le Rhône, large comme la Loire, encaissé comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide et vert comme la Somme, historique comme le Tibre, royal comme le Danube, mystérieux comme le Nil, pailleté d'or comme un fleuve d'Amérique, couvert de fables et de fantômes comme un fleuve d'Asie. Avant que l'histoire écrivît, avant que l'homme existât peut-être, où est le Rhin aujourd'hui fumait et flamboyait une double chaîne de volcans qui se sont éteints en laissant sur le sol 2 tas de lave et de basalte disposés parallèlement comme 2 longues murailles. À la même époque, les cristallisations gigantesques qui sont les montagnes primitives s'achevaient, les alluvions énormes qui sont les montagnes secondaires se desséchaient. L'effrayant monceau que nous appelons aujourd'hui les Alpes se refroidissaient lentement, les neiges s'y accumulaient. 2 grands écoulements de ces neiges se répandirent sur la terre. L'un,
L'écoulement du versant septentrional traversa les plaines, rencontra la double tranchée des volcans éteints et s'en allant par là à l'océan. L'autre, l'écoulement du versant occidental, tomba de montagne en montagne, côtoya cet autre bloc de volcans expirés que nous nommons l'Ardèche et se perdit dans la Méditerranée. Le premier de ces écoulements, c'est le Rhin. Le second, c'est le Rhône. Les premiers hommes que l'histoire voit poindre sur les bords du Rhin, c'est cette grande famille de peuples à demi sauvages qui s'appelait Celtes et que Rome appela Gaulois. Lorsque le Rhin devint romain, il ne fut plus que le fleuve arrosant la province helvétique ultérieure, la première et la seconde Germanie, la première Belgique et la province batave. Le Gaulois chevelu du Nord, que venait voir par curiosité au IIIe siècle le Gaulois à toge de Milan, et le Gaulois à Bray de Lyon, le Gaulois chevelu fut dompté. Les châteaux romains de la rive gauche tinrent en respect la rive droite, et le légionnaire vêtu de drap de Trèves, armé d'une pertuisane de tongres, n'eut plus qu'à surveiller du haut des rochers le vieux chariot de guerre des Germains, massive tour roulante aux roues armées de faux, au timon hérissé de piques, traîné par des bœufs, crénelés pour 10 archers, qui se hasardaient quelquefois de l'autre côté du Rhin, jusque sous la baliste des forteresses de Drusus. Cet effrayant passage des hommes du Nord aux régions du Midi, qui se renouvelle fatalement à de certaines époques climatériques de la vie des nations et qu'on appelle l'invasion des barbares, vint submerger Rome quand fut arrivé l'instant où Rome devait se transformer. La barrière granitique et militaire des citadelles du Rhin fut écrasée par ce débordement. Et il y eut un moment vers le VIe siècle où les crêtes du Rhin furent couronnées de ruines romaines comme elles le sont aujourd'hui de ruines féodales. Charlemagne restaura ces décombres, refit ces forteresses, les opposa aux vieilles hordes germaines renaissantes sous d'autres noms. Bâtit à Mayence, où fut enterrée sa femme Fastrada, un pont à piles de pierres dont on voit encore, dit-on, les ruines sous l'eau. Releva l'aqueduc de Bonn, répara les voies romaines de Victoria et se construisit à lui-même, des débris d'un bain de Julien, un palais, le Saal à Niederringelheim. Mais malgré tout son génie et toute sa volonté, Charlemagne ne fit que galvaniser des ossements. La vieille Rome était morte, la physionomie du Rhin était changée. Déjà, sous la domination romaine,
un germe inaperçu avait été déposé dans le Rheingau. Le christianisme, cet aigle divin qui commençait à déployer ses ailes, avait pondu dans ces rochers son œuf qui contenait un monde. La graine était dans le sillon, mais tant que dura le passage des barbares, rien ne leva, bien au contraire. Il se fit un écroulement profond où la civilisation sembla tomber. La chaîne des traditions certaines se rompit, l'histoire parut s'effacer, les hommes et les événements de cette sombre époque traversèrent le Rhin comme des ombres, jetant à peine au fleuve un reflet fantastique, évanoui aussitôt qu'aperçu. De là, pour le Rhin, après une période historique, une période merveilleuse. L'imagination de l'homme, pas plus que la nature n'accepte le vide. Où se tait le bruit humain, la nature fait jaser les nids d'oiseaux, chuchoter les feuilles d'arbres et murmurer les 1000 voix de la solitude. Où cesse la certitude historique, l'imagination fait vivre l'ombre, le rêve, l'apparence. Les fables végètent, croissent, s'entremêlent et fleurissent dans les lacunes de l'histoire écroulée, comme les aubépines et les gentianes dans les crevasses d'un palais en ruine. La civilisation est comme le soleil, écrit Hugo. Elle a ses nuits et ses jours, ses plénitudes et ses éclipses. Elle disparaît et reparaît. Dès qu'une aube de civilisation renaissante commença à poindre sur le Taunus, il y eut sur les bords du Rhin un adorable gazouillement de légendes et de fabliaux. Dans toutes les parties éclairées par ce rayon lointain, 1000 figures surnaturelles et charmantes resplendirent tout à coup, tandis que dans les parties sombres, des formes hideuses et d'effrayants fantômes s'agitaient. Alors, pendant que se bâtissaient avec de belles basaltes neuves, à côté des décombres romains aujourd'hui effacés, les châteaux saxons et gothiques, aujourd'hui démantelés, toute une population d'êtres imaginaires en communication directe avec les belles filles et les beaux chevaliers se répandit dans le Rheingau. Les oréades qui prirent les bois, les ondins qui prirent les eaux, les gnomes qui prirent le dedans de la terre, l'esprit des rochers, le frappeur, le chasseur noir, traversant les halliers montés sur un grand cerf à 16 andouillés, la pucelle du marais noir, les 6 pucelles du marais rouge, Wodan, le dieu à 10 mains, les 12 hommes noirs, les tourneaux qui proposaient des énigmes, le corbeau qui croissait sa chanson, la pie qui racontait l'histoire de sa grand-mère, les marmousets du Zeitelmoos, Évrard le barbu qui conseillait les princes égarés à la chasse, Siegfroi le cornu qui assommait les dragons dans les antres. Le diable posa sa pierre à Teufelstein et son échelle à Teufelsleiter. Il osa même aller prêcher publiquement à Gerzbach, près de la forêt noire. Mais heureusement, Dieu dressa de l'autre côté du fleuve, en face de la chair du diable, la chair de l'ange. Pendant que les 7 montagnes, ce vaste cratère éteint, se remplissaient de monstres, d'hydres et de spectres gigantesques à l'autre extrémité de la chaîne, à l'entrée du Rheingau, l'âpre vent de la Wispère apportait jusqu'à Bingen des nuées de vieilles fées petites comme des sauterelles. La mythologie se greffa dans ces vallées sur la légende des saints et y produisit des résultats étranges. Bizarres fleurs de l'imagination humaine. Le Drachenfels eut, sous d'autres noms, sa Tarasque et sa Sainte-Marthe. La double fable d'Écho et d'Hylas s'installa dans le redoutable rocher de l'Hurlé. La pucelle serpent rampa dans les souterrains d'Augst. Atho, le mauvais évêque, fut mangé dans sa tour par ses sujets changés en rats. Les 7 sœurs moqueuses du Schönberg furent métamorphosées en rochers. Et le Rhin eut ses demoiselles comme la Meuse avait ses dames. Le démon Urian passa le Rhin à Düsseldorf, ayant sur son dos, ployé en 2 comme un sac de meunier, la grosse dune qu'il avait prise au bord de la mer à Leyde pour engloutir Aix-la-Chapelle, et que, épuisé de fatigue et trompé par une vieille femme, il laissa tomber stupidement aux portes de la ville impériale où cette dune est aujourd'hui, le Losberg. À cette époque, plongé pour nous dans une pénombre où des lueurs magiques étincellent çà et là, ce ne sont dans ces bois, dans ces rochers, dans ces vallons, qu'apparitions, visions, prodigieuses rencontres, chasses diaboliques, châteaux infernaux, bruits de harpes dans les taillis, chansons mélodieuses chantées par des chanteuses invisibles, affreux éclats de rire poussés par des passants mystérieux,
des héros humains presque aussi fantastiques que les personnages surnaturels. Parmi ces héros chimériques surgissent de temps en temps des figures de chair et d'os. D'abord et surtout Charlemagne et Roland. Charlemagne à tous les âges, enfant, jeune homme, vieillard. Charlemagne que la légende fait naître chez un meunier dans la forêt noire. Roland qu'elle fait mourir non à Roncevaux des coups de toute une armée, mais d'amour sur le Rhin, devant le couvent de Nonnenwerth. Plus tard, l'empereur Othon, Frédéric Barberousse et Adolphe de Nassau. Ces hommes historiques mêlés dans les contes aux personnages merveilleux, c'est la tradition des faits réels qui persiste sous l'encombrement des rêveries et des imaginations. C'est l'histoire qui se fait vaguement jour à travers les fables. C'est la ruine qui reparaît çà et là, sous les fleurs. Cependant, les ombres se dissipent, les contes s'effacent, le jour se fait, la civilisation se reforme et l'histoire reprend figure avec elle. Voici que 4 hommes venus de 4 côtés différents se réunissent de temps en temps près d'une pierre qui est au bord du Rhin, sur la rive gauche, à quelques pas d'une allée d'arbres entre Reims et Kapellen. Ces 4 hommes s'assiedent sur cette pierre, et là, ils font et défont les empereurs d'Allemagne. Ces hommes sont les 4 électeurs du Rhin. Cette pierre, c'est le siège royal, Königsstuhl. Le lieu qu'ils ont choisi, à peu près au milieu de la vallée du Rhin, Reims, qui est à l'électeur de Cologne, regarde à la fois à l'ouest sur la rive gauche Kapellen, qui est à l'électeur de Trèves, et au nord sur la rive droite d'un côté Oberlandstein, qui est à l'électeur de Mayence, et de l'autre Braubach, qui est à l'électeur palatin. En 1 heure, chaque électeur peut se rendre à Reims, de chez lui. De leur côté, tous les ans, le second jour de la Pentecôte, les notables de Coblence et de Reims se réunissent au même lieu sous prétexte de fête et confèrent entre eux de certaines choses obscures, commencement de commune et de bourgeoisie faisant sourdement son trou dans les fondations du formidable édifice germanique déjà tout construit. Vivace et éternelle conspiration des petits contre les grands, germant audacieusement près du Königsstuhl, à l'ombre même de ce trône de pierre de la féodalité. Le XVIe siècle approchait. Le Rhin avait vu naître au XIVe siècle, non loin de lui, à Nuremberg, l'artillerie, et au XVe, sur sa rive même, à Strasbourg, l'imprimerie. En 1400, Cologne avait fondu la fameuse coulevrine de 14 pieds de long. En 1472, Vindelin de Spire avait imprimé sa Bible. Un nouveau monde allait surgir, et, chose remarquable et digne qu'on y insiste, c'est sur les bords du Rhin que venaient de trouver et de prendre une nouvelle forme ces 2 mystérieux outils avec lesquels Dieu travaille sans cesse à la civilisation de l'homme, la catapulte et le livre, la guerre et la pensée.
Le Rhin, dans les destinées de l'Europe, a une sorte de signification providentielle. C'est le grand fossé transversal qui sépare le sud du nord. La Providence en a fait le fleuve frontière. Les forteresses en ont fait le fleuve muraille. Le Rhin a vu la figure et a reflété l'ombre de presque tous les grands hommes de guerre qui, depuis 30 siècles, ont labouré le vieux continent avec ce soc qu'on appelle l'épée. César a traversé le Rhin en montant du Midi. Attila a traversé le Rhin en descendant du Septentrion. Clovis y a gagné la bataille de Tolbiac. Charlemagne et Bonaparte y ont régné. L'empereur Frédéric Barberousse, l'empereur Rodolphe de Habsbourg et le palatin Frédéric Ier y ont été grands, victorieux et formidables. Gustave Adolphe y a commandé ses armées du haut de la guérite de Caude. Louis XIV a vu le Rhin. Hélas, Turenne aussi. Drusus y a sa pierre à Mayence, comme Marceau à Coblence et Hoche à Andernach. Pour l'œil du penseur qui voit vivre l'histoire, 2 grands aigles planent perpétuellement sur le Rhin, l'aigle des légions romaines et l'aigle des régiments français. Ce noble Rhin que les Romains nommaient Rhenus Superbus, tantôt porte les ponts de bateaux hérissés de lances, de pertuisanes ou de baïonnettes qui versent sur l'Allemagne les armées d'Italie, d'Espagne et de France, ou reversent sur l'ancien monde romain, toujours géographiquement adhérent, les anciennes hordes barbares, toujours les mêmes aussi, tantôt charrient pacifiquement les sapins de la Mourgue et de Saint-Gall, les porphyres et les serpentines de Bâle, le sel de Karschal, les cuirs de Stromberg, les laines et les soieries de Cologne. Et il accomplit majestueusement à travers l'Europe, selon la volonté de Dieu, sa double fonction de fleuve de la guerre et de fleuve de la paix, ayant sans interruption sur la double rangée de collines qui encaisse la plus notable partie de son cours, d'un côté des chênes, de l'autre des vignes, c'est-à-dire d'un côté le nord, de l'autre le midi, d'un côté la force, de l'autre la joie. La géographie donne avec cette volonté inflexible des pentes, des bassins et des versants que tous les congrès du monde ne peuvent contrarier longtemps, la géographie donne la rive gauche du Rhin à la France. La divine Providence lui a donné 3 fois les 2 rives, sous Pépin le Bref, sous Charlemagne et sous Napoléon. L'empire de Pépin le Bref était à cheval sur le Rhin. Il comprenait la France proprement dite, moins l'Aquitaine et la Gascogne, et l'Allemagne proprement dite, jusqu'au pays des Bavarois exclusivement. L'empire de Charlemagne était 2 fois plus grand que ne l'a été l'empire de Napoléon. Il est vrai, et ceci est considérable, que Napoléon avait 3 empires, ou pour mieux dire, était empereur de 3 façons, immédiatement et directement de l'Empire français, médiatement et par ses frères de l'Espagne, de l'Italie, de la Westphalie et de la Hollande, royaume dont il avait fait les contreforts de l'Empire central, et moralement et par droit de suprématie de l'Europe, qui n'était plus que la base de jour en jour plus envahie de son prodigieux édifice. Compris de cette manière, l'empire de Napoléon égalait au moins celui de Charlemagne. Charlemagne dont l'empire avait le même centre et le même mode de génération que l'empire de Napoléon, prit et aggloméra autour de l'héritage de Pépin le Bref la Saxe jusqu'à l'Elbe, la Germanie jusqu'à la Saale, l'Esclavonie jusqu'au Danube, la Dalmatie jusqu'aux bouches du Cattaro, l'Italie jusqu'à Gaète, l'Espagne jusqu'à l'Èbre. Il ne s'arrêta en Italie qu'aux limites des Bénéventins et des Grecs, et en Espagne qu'aux frontières des Sarrasins.
On peut dire que la rive droite du Rhin appartint à Napoléon comme à Charlemagne. Bonaparte ne rêva pas un duché du Rhin, comme l'avaient fait quelques politiques médiocres dans la longue lutte de la Maison de France contre la Maison d'Autriche. Il savait qu'un royaume longitudinal, qui n'est pas insulaire, est impossible. Il plie et se coupe en deux au premier choc violent. Il ne faut pas qu'une principauté affecte l'ordre simple. L'ordre profond est nécessaire aux États pour se maintenir et résister. À quelques mutilations et à quelques agglomérations près, l'empereur prit la Confédération du Rhin telle que la géographie et l'histoire l'avaient faite et se contenta de la systématiser. Il faut que la Confédération du Rhin fasse front et obstacle au nord ou au midi. Elle était posée contre la France, l'empereur la retourna. Sa politique était une main qui plaçait et déplaçait les empires avec la force d'un géant et la sagacité d'un joueur d'échecs. En grandissant les princes du Rhin, l'empereur comprit qu'il accroissait la couronne de France et qu'il diminuait la couronne d'Allemagne. En effet, ses électeurs devenus rois, ses margraves et ses landgraves devenus grands-ducs, gagnaient en escarpement du côté de l'Autriche et de la Russie ce qu'ils perdaient du côté de la France. Grand par devant, petit par derrière, roi pour les empereurs du Nord, préfet pour Napoléon. Ainsi pour le Rhin, 4 phases bien distinctes, 4 physionomies bien tranchées. Première phase, l'époque antédiluvienne et peut-être préadamite, les volcans. Deuxième phase, l'époque historique ancienne, lutte de la Germanie et de Rome, où rayonne César. Troisième phase, l'époque merveilleuse où surgit Charlemagne. Quatrième phase, l'époque historique, moderne, lutte de l'Allemagne et de la France que domine Napoléon. Car quoi que fasse l'écrivain pour éviter la monotonie de ses grandes gloires, quand on traverse l'histoire européenne d'un bout à l'autre, César, Charlemagne et Napoléon sont les 3 énormes bornes miliaires, ou plutôt millénaires, qu'on retrouve toujours sur son chemin. Et maintenant, pour terminer par une dernière observation, le Rhin, fleuve providentiel, semble être aussi un fleuve symbolique. Dans sa pente, dans son cours, dans les milieux qu'il traverse, il est pour ainsi dire l'image de la civilisation qu'il a déjà tant servi et qu'il servira tant encore. Il descend de Constance à Rotterdam, du pays des aigles à la ville des harengs, de la cité des papes, des conciles et des empereurs au comptoir des marchands et des bourgeois, des Alpes à l'océan, comme l'humanité elle-même est descendue des idées hautes, immuables, inaccessibles, sereines, resplendissantes, aux idées larges, mobiles, orageuses, sombres, utiles, navigables, dangereuses, insondables, qui se chargent de tout, qui portent tout, qui fécondent tout, qui engloutissent tout, de la théocratie à la démocratie, d'une grande chose à une autre grande chose. Ces extraits étaient tirés du Livre du Rhin, composé de 3 parties, la partie légendaire, la partie historique et le voyage proprement dit, écrit par Victor Hugo. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.